Depuis la nuit des temps, cette figure représente un ensemble solidaire, pas seulement à cause de la géographie, qui en a fait un passage naturel obligé entre les bassins oriental et occidental de la Méditerranée, mais aussi parce que cette région a connu, au fil des millénaires, des états de proximité bien plus longs que les périodes de séparation. Ce fait est attesté par des découvertes archéologiques qui remontent à la période pré- ou proto-historique, comme ces caveaux creusés dans les parois rocheuses pour accueillir les dépouilles des défunts et que l'on retrouve ici et là. De même, l'usage commun à cette époque-là d'outils taillés dans l'obsidienne ne pouvait provenir que de la partie sicilienne. Et l'histoire depuis n'a cessé de confirmer cette vérité. La Méditerranée s'est révélée ici une passerelle bien plus qu'un obstacle infranchissable. Ces ressemblances s'ajoutent à d'autres. Une île d'un côté, une presqu'île de l'autre. Un relief accidenté sur la majeure partie des deux territoires. Par contre, une superficie de plus de 25 000 km² en Sicile contre seulement 2 837 km² pour le Cap-Bon, avec environ 5 millions d'habitants pour la première et 800 000 âmes pour le second. Des îles et îlots au large des deux régions, les éoliennes pour la Sicile et Zembra et Zambretta pour le Cap-Bon. Entre ces deux ensembles, Pantelleria, la petite île italienne, surgit du plateau continental africain. La Sicile se distinguera toutefois de son voisin par la présence de deux volcans. L'Etna, qui jouera un rôle important dans son histoire, et le Stromboli. Chez les deux, prévaut le doux climat méditerranéen, nonobstant des pointes de froid ou de chaleur qui renvoient au climat continental tout proche. La pluviométrie y est subhumide et, en plus des précipitations, sources, cours d'eau et retenues artificielles arrosent les rares plaines pour la pratique de cultures intensives, le reste du paysage étant dominé par un manteau plus ou moins dense de diverses essences végétales sur lesquelles règne en maître l'arbre emblématique du pourtour méditerranéen, l'olivier. Celui-ci occupe les bandes côtières, les dépressions et les coteaux avec cette autre compagne millénaire, la vigne. Des espèces d'introduction plus récentes, comme les agrumes, font également partie de l'identité de ces lieux. Les traces d'occupation humaine sous ces cieux remontent très loin dans le temps. En Sicile, elles renvoient à 12 000 ans en arrière, tandis que dans le territoire voisin ont été découvertes des traces d'industrie remontant à 19 000 ans. Les premiers habitants connus des deux contrées, les Sicanes, les Élimes et les Sicules, qui ont donné son nom à la grande île italienne, et les Ausoniens après eux, ainsi que leurs voisins du sud, les Berbères ou Émazirs, ce qui signifie hommes libres, sont tous venus d'ailleurs. Et tous sont entourés d'un grand mystère avec des incertitudes relatives à leur genre de vie, leur organisation sociale et politique ou leurs croyances. L'histoire à proprement parler a été écrite dans les deux entités par des colons venus de l'est de la Méditerranée, les Phéniciens et les Grecs. Les premiers s'étaient mis à fréquenter l'actuelle Tunisie dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ, établissant des comptoirs en divers points de sa côte. Peu de traces subsistent pour témoigner de la vocation du Cap-Bon à servir de plateforme sur les routes maritimes et de tremplin pour l'exploration de nouveaux horizons. Heureusement, une cité punique détruite au Cap-Bon par les troupes romaines en 256 avant Jésus-Christ n'a pas été reconstruite, ce qui nous vaut aujourd'hui l'héritage de l'unique exemple d'urbanisme et d'architecture punique connu à ce jour et son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de l'actuel Kirkwen, remarquable par l'organisation de ses espaces vitaux publics et privés, doté d'une infrastructure perfectionnée et de grandes commodités domestiques, notamment ses baignoires en forme de sabots que l'on retrouve dans nombre de demeures.
Celles-ci sont de conception orientale, avec une cour centrale entourée de pièces et dont le sol était agrémenté de pavements en mosaïque, celui-ci reproduisant le signe de la déesse Tanit, patronne de Carthage. On doit aux Phéniciens bien des apports, en particulier au plan agricole, avec notamment l'introduction dans l'ouest de la Méditerranée de la culture de l'olivier, qui produit un fruit et une huile jusqu'à nos jours considérés comme stratégiques dans cette partie du monde. Ces mêmes Phéniciens établissaient plus tard en Sicile des comptoirs qui deviendront à leur tour de grandes cités, telles Mabonath, aujourd'hui Palerme, Mozia ou Solento. La civilisation phénico-punique n'a ici aussi laissé que des traces très effacées. Heureusement que le monde des morts a conservé, avec le rituel des offrandes pour l'au-delà, des objets usuels et des parures qui en disent bien plus long sur cette période que les vestiges en surface. L'expansion punique en Sicile se poursuivit au point d'entrer en conflit avec une nouvelle zone d'influence, hellénique celle-là, apparue au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ dans l'est de la Grande Île. Ces villes et d'autres de Sicile et du sud de la péninsule italique étaient incorporées dans ce qu'il est convenu d'appeler la Grande Grèce. Elles connurent une grande prospérité économique et un grand raffinement culturel au point que Syracuse a été surnommée l'Athènes de l'Occident et qu'elle était considérée comme la capitale de cette île que les Grecs ont prénommée Trinakrie, par allusion aux 3 promontoires qui dessinent ses contours côtiers. La Sicile hellénisée a connu son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'apogée constitue aussi l'amorce du déclin. Une série d'éruptions de l'Etna, accompagnée de tremblements de terre, va ponctuer l'histoire de l'île tout au long de ce siècle. L'expansionnisme carthaginois va générer une série de confrontations avec la partie grecque qui tournait généralement en faveur des premiers. Les coups phénico-puniques n'empêchèrent pas le tyran Agathocle, entre 310 et 308 avant Jésus-Christ, de défier Carthage et de porter la menace jusque devant ses portes après avoir débarqué à l'extrême pointe du Cap Bon face aux carrières antiques d'Hermaïe. Sur sa route, Agathocle occupa de nombreuses cités dont il détruisit certaines, qui renaîtront de leurs cendres sous la tutelle de Carthage, mais qui connaîtront de nouvelles épreuves dans le sillage des tourments qui vont secouer le Cap Bon aussi bien que la Sicile. Car déjà plane l'ombre d'une puissance montante qui va s'inviter à son tour sur la scène sicilienne. Rome, qui campe de l'autre côté du détroit de Mycine, au seuil de la plus grande île méditerranéenne, mais aussi du conflit militaire le plus long de l'histoire de l'humanité, les guerres puniques. Carthage, qui avait profité des dissensions des Grecs pour étendre ses possessions jusqu'à Messine, s'y installait en 270 avant Jésus-Christ face à son futur ennemi mortel. Les hostilités éclatèrent 6 ans plus tard et devaient durer une vingtaine d'années, au terme desquelles Carthage dut évacuer la Sicile. En 241, la Sicile punique était déclarée province romaine et celle-ci allait s'étendre ensuite aux dernières poches de Grécité. Après un long siège, Syracuse est prise et détruite en 211 avant Jésus-Christ. Après la victoire définitive de Rome sur Carthage en 146 avant Jésus-Christ et à l'ombre de la Pax Romana, les provinces se mirent à prospérer. Après la Sicile, l'Africa reçut le titre de grenier de Rome. Baptisé par les Romains Pulchri Promontorium, soit le beau promontoire, a su faire cohabiter son patrimoine pré-romain avec les apports de la nouvelle civilisation. Les cités qui avaient été détruites ont été reconstruites et de nouvelles apparurent portant un cachet strictement latin. Sous le Haut Empire, la Sicile comptait 65 grandes cités. Le Cap Bon, 16.
Certaines ont connu des mutations au gré des événements ultérieurs pour aboutir à leur physionomie actuelle, tandis que d'autres, depuis abandonnées, ont dormi des siècles sous les remblais et conservé, en plus ou moins bon état, le souvenir de leur passé. Paradoxalement, le christianisme, persécuté au prétexte qu'il affaiblissait la puissance impériale, a été un facteur de romanisation accélérée de la société dans les deux entités. La Sicile a été l'une des premières provinces romaines à être christianisée. Au plus fort de la persécution des catholiques d'Afrique, sous Valérien en 257, Saint Cyprien, surnommé le pape de Carthage, était exilé à Kouroubis, aujourd'hui Corba. Là, il rédigea un ouvrage capital pour la doctrine catholique intitulé « De l'unité de l'Église ». L'affaiblissement du pouvoir impérial intervint à peine un siècle plus tard sous les coups des Vandales qui, opérant une vaste manœuvre d'encerclement, commencèrent par occuper l'Afrique du Nord en 439. En 464, ils réunissent à nouveau les deux rives du détroit de Sicile en envahissant l'île voisine qui retombe ainsi dans le giron de Carthage après plus d'un demi-millénaire. Mais les Ostrogoths vont à leur tour débarquer en 491, chassant les Vandales pour une occupation d'à peine un demi-siècle. En 535, en effet, le général byzantin Bélisaire, qui avait auparavant évincé les Vandales d'Afrique, débarqua en l'île pour la rattacher à l'Empire romain d'Orient. Cette annexion durera 3 siècles, au cours desquels la Sicile donnera 4 papes à la chrétienté, mais connaîtra aussi les rigueurs d'une occupation surtout soucieuse de collecte d'impôts. Au Cap Bon, la présence byzantine a surtout laissé le souvenir d'environ un siècle marqué par des soulèvements de populations locales en quête d'indépendance. Aussi, est-ce un chapelet de fortifications que les Byzantins légueront à la postérité sur le sol africain. Les deux entités vont se croiser à nouveau à la faveur de l'émergence d'une nouvelle puissance, l'Empire musulman. Celui-ci annexera l'Africa dès le milieu du 7e siècle. Il y instaurera une brillante civilisation qui connaîtra son apogée en l'an 800. Mais les ambitions de cette puissance allaient rapidement se tourner vers la Sicile. Après plusieurs tentatives, les troupes musulmanes s'installent en l'île en 827 et entreprennent une conquête qui durera 70 ans, au bout desquels la Siqliya arabo-islamique sera dotée du statut d'émirat, avec pour capitale Palerme, la ville aux 300 mosquées, comme l'a dépeint un chroniqueur de l'époque. Cette annexion durera plus de 2 siècles et demi. Elle se passera pour l'essentiel dans la concorde et la tolérance. Arabes et Européens de souche, musulmans, chrétiens et juifs coexistaient dans l'harmonie et la prospérité générée par l'apport de nouvelles pratiques agricoles, techniques et artisanales venues de la partie alors la plus avancée du monde méditerranéen. L'amorce du déclin de l'Empire musulman au XIe siècle allait se répercuter négativement sur la situation en l'île, qui devint l'objet de dissensions et de luttes intestines et une proie facile pour les appétits d'une chrétienté à l'aube de sa renaissance. En 1060, les Normands, établis de l'autre côté du détroit de Messine, entreprennent de reconquérir la Sicile. Cette tâche sera achevée en 30 ans. Retournée définitivement dans le giron occidental, la Sicile n'en conservera pas moins sa nature symbiotique qui se traduira sous les Normands par l'éclosion d'une véritable civilisation nouvelle fondée sur le dialogue entre les cultures et les religions. Musulmans et juifs ont continué à mener une vie normale et même à être investis de missions diverses au sein de l'administration et dans la cour. L'île atteindra à cette époque-là son apogée au plan économique, social, artistique et culturel, un apport jamais égalé depuis. Ces mêmes Normands débarqueront aussi sur les côtes tunisiennes à la faveur de luttes de succession qui déchiraient alors le pays et occuperont pendant des décennies plusieurs villes côtières. Parallèlement à cette occupation,
l'Ifriqiya subira une invasion dévastatrice à l'instigation du calife du Caire pour punir le prince de Kairouan qui avait pris trop d'indépendance à son égard en lui envoyant, en 1050, des hordes de tribus belliqueuses de Haute-Égypte. L'une de ces branches, les Bni Khiyar, a fini par se sédentariser et fondit au XIIe siècle la localité de même nom qui conserve encore une partie de son noyau médiéval. Leur présence a fortement contribué à l'arabisation d'un terroir jusque-là resté fortement berbérophone. Dans le sillage de cette invasion et dans un contexte de lutte pour la possession de l'Ifriqiya livrée à l'anarchie, le Cap-Bon va accueillir des vagues migrantes venues du Maroc, consolider la foi islamique face aux menaces chrétiennes. Sous la houlette de pieux personnages, on assiste à une véritable explosion de l'enseignement religieux ainsi qu'à la profusion de lieux de culte dits zaouïa, généralement aménagés autour de sépultures de guides spirituels élevés par la piété populaire au rang de saints. Une troisième vague d'immigration qui s'est étalée du XVe au XVIIe siècle a amené des communautés andalouses chassées d'Espagne. Ces Andalous ont ramené avec eux leur savoir-faire dans de nombreux domaines, techniques agricoles, culture, architecture et artisanat. Ils nous ont aussi légué des recettes culinaires originales et des patronymes ibériques tels Cardinas, Chbinu ou Christ. Vers la même époque, la Sicile vivait également une période de troubles liés aux luttes pour le pouvoir, qui opposaient alors la papauté aux différentes féodalités du continent et celles-ci entre elles. Cette situation s'est prolongée plusieurs siècles et s'est traduite soit par l'apparition et l'extinction de pouvoirs locaux qui ont parfois rayonné sur le continent, soit encore par le rattachement de l'île à des baronnies ou couronnes continentales. C'est ainsi que, de la fin du XIIe siècle au XIXe siècle, la Sicile passa sous le règne de Henri VI du Saint-Empire et de Frédéric II de Prusse. Ensuite, par une période de domination angevine conclue de manière sanglante en 1282 sous l'appellation de Vêpres sicilienne, puis par plus d'un siècle de période aragonaise, marquée par les rigueurs de l'Inquisition qui viendra à bout des dernières communautés musulmanes et juives qui n'avaient pas quitté l'île. En 1442, la prise de Naples par les Aragonais de Sicile amène l'avènement du royaume des deux Siciles. Ensuite, vint une domination espagnole longue de 3 siècles et un bref rattachement à la maison de Savoie suivi par un rattachement à la maison des Bourbons d'Espagne de 1735 à 1860, veille de la fondation de l'État italien. Au cours de cette longue période, la Sicile a absorbé de nouveaux apports dans divers domaines, en particulier ceux des arts plastiques, de l'architecture ou de la littérature. La Sicile affinait ainsi un profil propre qui reflète, dans une étonnante synthèse, la capacité des Siciliens à assimiler tous les courants amenés par la Méditerranée. Durant cette même période, l'effritement et la déliquescence du pouvoir en Tunisie ont amené l'intervention des puissances méditerranéennes alors montantes, l'Espagne et l'Empire ottoman. Les côtes du Cap-Bon, en particulier la ville portuaire de Hammamet, servaient de base pour les corsaires. Trafic qui rapportait gros, mais qui coûtait cher également car il amenait les flottes européennes opérant en Méditerranée à organiser contre elles des expéditions punitives sanglantes. La fin de la course, au début du XIXe siècle, se traduisit par le ralentissement d'une activité économique en mal de reconversion. Nous voici maintenant au seuil de l'époque contemporaine. Pour la Sicile, cela signifie son rattachement en 1861 à l'État italien nouvellement fondé. L'île perdait définitivement son indépendance. À peine 20 ans plus tard, de l'autre côté du détroit, le Cap-Bon et toute la Tunisie perdaient également la leur suite à l'établissement en 1881 du protectorat français sur le pays. Cet événement se traduisit par l'installation progressive dans le pays, et surtout au Cap-Bon, de fortes colonies européennes,
notamment italienne et plus particulièrement sicilienne. De là date la réintroduction massive de la culture du vignoble en presqu'île. Des deux côtés, la contestation de la dépendance nouvelle a revêtu des formes diverses, allant du refus pacifique à la résistance violente. Il aura fallu 2 guerres mondiales pour induire un changement dans le statut politique des deux parties. Il faudra attendre la fin des dernières campagnes des forces alliées contre les forces de l'Axe pour que soit promulguée la Constitution italienne de 1948 qui octroie à la Sicile le statut de région autonome. L'après-guerre verra les conditions de vie des Siciliens s'améliorer. Et, de terre d'émigration, la Sicile est devenue une terre d'immigration, accueillant, entre autres, des communautés tunisiennes, notamment à Mazara del Vallo, où elle s'adonne à l'agriculture et à la pêche. Au Cap-Bon, la politique du protectorat aura été inégalitaire et les dernières années de la présence française auront été particulièrement dures. L'indépendance de la Tunisie, le 20 mars 1956, a apporté à la région une dynamique nouvelle ayant débouché sur le bien-être qui fait indéniablement du Cap-Bon une des régions où il fait bon vivre. Adossés aux prodigieuses ressources que leur ont léguées aussi bien la nature que l'histoire forgée par leur propre génie, les deux régions disposent aujourd'hui d'un potentiel considérable pour promouvoir d'elles une image marquante et valorisante à même de dynamiser leur développement économique, et ce, grâce au développement d'activités touristiques basées sur l'exploitation de leur patrimoine culturel, matériel et immatériel. Cette offre comprend une large gamme de produits identifiés et balisés, tels le patrimoine monumental, riche et varié, et qui couvre leur long et riche passé. Imposant en Sicile, plus effacé, mais tout aussi parlant au Cap-Bon comme ses bassins dans le site de Néapolis, où se préparait le fameux garum, condiment à base de poissons macérés et apprécié dans tout l'Empire romain. Les édifices archéologiques ou historiques sont les témoins encore debout de bien des stations de ce long passé parfois commun qui part de la préhistoire et se prolonge jusqu'à l'époque contemporaine, comme ici les distilleries et caves vinicoles fondées par la famille Licari à l'aube du XXe siècle. Le catalogue comprend également un vaste patrimoine mobilier composé d'objets exposés dans les musées et qui racontent modes et trains de vie du passé lointain ou plus proche, qui disent le visible et qui traduisent le degré de progrès technique mais aussi le raffinement des mœurs ainsi que les croyances. Ils disent également l'invisible qui se reflète dans l'origine de ces objets, lointain écho des relations et des échanges entre les différentes nations du bassin méditerranéen. Ce patrimoine se décline également en version vivante, actuelle, sous forme d'activités artisanales héritées d'un passé plus ou moins lointain et toujours exercées pour satisfaire des fins utilitaires ou purement décoratives, adaptées au goût du jour. Sous les doigts des artisanes et des artisans, et dans des gestes magiques, éclosent formes et couleurs ravissantes qui racontent la tradition, mais aussi la créativité féconde, rédemptrice. Et quelle merveille lorsque des deux côtés du canal s'instaure le dialogue silencieux, mais ô combien élégant, des gestes
et de l'inspiration conjuguée à la dextérité. Multiples sont ces activités dans les deux contrées. Au Cap-Bon, elles atteignent le sommet de leur beauté et de leur raffinement dans le somptueux costume féminin d'apparat de la localité de Hammamet. Le même raffinement s'exprime de manière riche et ô combien savoureuse dans le fond culinaire en partie commun dans les deux entités, comme en témoigne le partage de ce plat que la tradition gastronomique sicilienne entretient depuis plus de 10 siècles comme l'héritage de son passé musulman parmi les plus précieux, le couscous. Plat souverain, le couscous n'en partage pas moins la place avec de nombreuses autres spécialités, toutes plus savoureuses les unes que les autres, et dont certaines sont tout aussi emblématiques dans chacune des deux régions méditerranéennes. Le terroir capbonais entretient une autre spécialité, millénaire, comme en témoigne une figure en terre cuite d'époque punique qui représente la cuisson des mêmes galettes appelées ici tabouna dans un four de modèle archaïque toujours en service. La pâtisserie est un autre domaine dans lequel les deux parties se distinguent par leur imagination et leur expertise. Tel le chocolat, ici fabriqué de manière artisanale. La même alchimie agit sous d'autres doigts, de l'autre côté du canal, au cours de la fabrication de gâteaux en farine de blé sous forme d'anneaux farcis de pâte de dattes et artistiquement décorés de motifs peints et finement ciselés pour être ensuite cuits dans un four campagnard. Les deux régions mettent leurs espaces patrimoniaux au service d'événements culturels occasionnels ou réguliers, comme ici en Sicile, ce théâtre antique qui accueille diverses manifestations artistiques. La même démarche accourt de l'autre côté de la mer. Ici se déroule en été le Festival international de Hammamet avec ses galas de musique, ses représentations théâtrales et ses spectacles folkloriques. Autre événement ludique traditionnel au Cap-Bon, le festival de l'épervier. C'est le rendez-vous des fauconniers de la localité de l'Hawaria qui attrapent ces rapaces lors de leur migration et, après dressage, les utilisent pour la chasse aux cailles et aux perdrix. Toutes ces richesses, et bien d'autres encore,
ont été mises au service d'une conception nouvelle du tourisme qui s'appuie sur la notion de voyage de la connaissance et prône un tourisme culturel focalisé sur les spécificités culturelles et paysagères des destinations et qui s'intègrent dans leur milieu naturel, culturel et humain. Des circuits thématiques ont été élaborés pour offrir aux visiteurs la possibilité de partir à la découverte de ce patrimoine et lui fournir sur des supports appropriés des informations concrètes d'ordre cognitif ou pratique sur les territoires à visiter. Le survol de ces deux territoires que vous venez d'effectuer relève de cette préoccupation. Canto siciliano e tagliolo mono, parlo siciliano e grascolo funno, sogno siciliano e tagliolo mare, sogno siciliano e ora di canciare. Terra gialla, arsa di sole, terra nivora, arsa di fuoco.